premier intervenant, sans plus tarder, Raphaël Guatteo. Donc, Raphaël est vétérinaire, il est professeur à Oniris en gestion de la santé des troupeaux bovins. Il est past président de l'European College of Bovine Health Management et diplômé de l'European College of Animal Welfare and Behavioral Medicine. Il est membre correspondant de l'Académie vétérinaire dans notre section 2 et co-président du comité Fièvre Q. Donc, Raphaël, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous. L'objet de cette présentation, c'est peut-être de dresser déjà un panorama de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce qu'on ne sait pas sur l'impact clinique de Coxiella burnetii chez les ruminants. Vous verrez que je parle beaucoup de bovins, mais aussi de petits ruminants, et puis de faire de même avec les mesures de maîtrise. Souvent, quand on fait des conférences sur la fièvre Q, en tout cas quand j'en fais, j'aime bien commencer par cette image-là. C'est une image que vous trouvez facilement sur Internet quand vous tapez fièvre Q, qui est issue notamment de l'épisode massif qui avait eu d'épidémie humaine aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous en aviez eu connaissance en 2008, avec plus de 4000 cas humains, près de 250 hospitalisations. Et en fait, je trouve que cette image résume bien plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, les ruminants, c'est une source de contamination majeure pour l'homme. Là, en l'occurrence, les petits ruminants, mais également les ovins, les bovins, avec toutes ces petites particules, vous voyez, donc d'ores et déjà, bien se mettre aussi en ligne que l'infection, elle se fait principalement aussi bien pour les animaux que pour l'homme par inhalation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que du coup, on a bien évidemment l'éleveur à côté, mais ça pourrait être son vétérinaire ou l'éleveur et son vétérinaire. Et donc, bien évidemment, c'est aussi une des raisons de cette approche One Health, on va dire une maladie professionnelle à minima, mais aussi, vous voyez une maison derrière. Peut-être que cette maison est celle de l'éleveur, peut-être que c'est celle de son voisin. Et donc, dans une approche One Health, on est obligé aussi de considérer la transmission à des gens qui ne sont pas forcément du monde professionnel. On pourra en reparler. Donc, je trouve que voilà, cette image représente bien les choses et on voit que la chèvre est avec son chevreau parce qu'effectivement, la mise bas, comme on va le voir par la suite, est un moment vraiment maximal à risque d'expression. Alors, maintenant qu'on a dit ça, chez les bovins, chez les ruminants en général, et les caprins et les ovins, quelle est la réalité de l'impact clinique? Alors, on pourrait partir de ce qui se dit, alors ce qui se dit ou ce qui se lit dans parfois des vieux ouvrages ou ce qu'on entend sur le terrain, principalement des avortements, ça laisse peu de place au doute. Et puis, on parle ci ou là aussi de troubles de la reproduction, de troubles respiratoires, d'infertilité, d'endométrite, etc. Donc, l'idée, c'était un peu de faire le point sur aujourd'hui ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Alors, on va balayer quelque chose tout de suite très rapidement pour dire que bien évidemment, il y a un impact qui est démontré, qui est publié depuis très très longtemps, ce sont les avortements. Alors, une des premières études princeps pour ça, c'est des infections expérimentales. On en a une qui a été menée chez les caprins, une chez les ovins sur lesquels je ne reviendrai pas, une sur les bovins que je vais me permettre d'expliciter un peu. En tout cas, chez les caprins, c'est une enquête qui a une infection expérimentale qui avait été faite notamment dans le cadre du dossier d'AMM du vaccin, le Coxevac, qui est le seul vaccin disponible aujourd'hui sur le marché. Je vous ai mis ici dans le tableau les résultats qui me semblent les plus intéressants. Donc, un groupe de chèvres non infectées, non inoculées, pour avoir une espèce de taux de base d'avortement, parce qu'on sait que les chèvres ont une tendance à avorter spontanément assez importante. Et vous le voyez ici, sur un effectif de 27 chèvres, il y en avait 15% qui ont avorté. Un groupe de chèvres qui ont été inoculées alors que précédemment, elles avaient été non vaccinées, donc elles avaient reçu un placebo, et puis un groupe vacciné à l'aide du vaccin Coxevac. Donc, ça permet déjà d'anticiper quelque chose que je vous dirai plus tard, c'est l'efficacité du vaccin pour prévenir les avortements, mais on se rend compte surtout que sur les animaux inoculés et non vaccinés, on a eu des avortements en nombre, puisque 3/4 du lot a avorté, ce qui correspond bien d'ailleurs aux vagues d'avortements qui sont observées assez classiquement en petits ruminants. Avec associé à ça également, quand on ajuste notamment sur les niveaux d'excrétion, une chute, une réduction de production laitière entre les chèvres excrétrices et non excrétrices de près de 20%. Donc, il y a des avortements, c'est très clair, en infection expérimentale chez les caprins, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le cadre de cette étude-là, il n'y avait pas d'autres signes qui étaient étudiés. Chez les bovins, on a là encore une seule étude d'infection expérimentale, elle a encore menée en France, à Nouzilly, en 1973, donc ça va faire 50 ans, un demi-siècle aujourd'hui. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inoculé par voie transdermique, donc on s'éloigne peut-être un peu de l'inhalation, mais néanmoins, on est sûr que les animaux l'ont, des génisses qui avaient entre 8 et 11 mois au moment de l'inoculation, et vous voyez qu'elles ont toutes connu un épisode d'hyperthermie, une espèce de syndrome grippal qui a rétrécédé spontanément. C'est d'ailleurs chez l'homme le premier signe d'appel d'une pneumonie avec hyperthermie, une pneumonie un peu atypique. Et puis, pour certains animaux, passage dans une forme chronique, un peu à l'instar de ce qui se passera chez l'homme, avec des troubles de la reproduction, comme vous pouvez le voir, d'avortement, mais pas en aussi grand nombre que chez les caprins, et puis également de l'infertilité avec des génisses qui ne sont jamais devenues gestantes. Donc, ça confirme bien en infection expérimentale le rôle dans des avortements, mais pas de flambée comme en petits ruminants, et puis déjà de l'infertilité qui était notée, j'y reviendrai par la suite. Alors, après ces infections expérimentales, on a d'autres types d'études disponibles dans la littérature, des études cas témoins.
alors qui ont l'avantage de pouvoir se baser sur des données déjà existantes. Par contre, il faut bien définir ce qui est un cas et ce qui est un témoin. Donc là, je me baserai sur une enquête qu'on avait faite en collaboration avec les vétérinaires praticiens et les GBS du Grand Ouest entre 2010 et 2012, dans près de 84 élevages qui avaient été retenus, près de 5000 bovins de suivi. On avait suivi la survenue, l'occurrence de certains troubles de santé, au premier rang desquels les avortements. On avait comparé la survenue de ces événements selon le statut sérologique des animaux au début de suivi. Et comme vous le voyez ici, c'était significatif. On avait un risque multiplié par 2,5 d'avorter pour une vache séropositive par rapport à une vache séronégative, y compris dans le même troupeau. Donc, j'allais dire que l'infection expérimentale le montre, des études cas témoins le montrent, et puis Oscar l'a confirmé. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec Oscar, c'est l'Observatoire du suivi des causes d'avortement des ruminants, qui est en place sous l'égide de GBS France et de Christelle Gache, notamment depuis 2017, qui produit des rapports annuels. Donc là, je vous ai mis les résultats du rapport 2019. Depuis, il y en a eu 2 autres, 3 autres même, si on prend 2022, mais les résultats restent globalement les mêmes. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément mis à jour. Ce qu'on peut voir, c'est que chez les caprins, c'est le plus fréquemment la première cause d'avortement infectieuse mis en évidence. Pour les ovins, la 3e ou la 2e, selon les années, vous voyez, avec un pourcentage assez proche et similaire de la toxo. Et puis chez les bovins, on est sur le 2e. Donc quoi qu'il arrive, en bovin, en ovin et en caprin, on est sur le podium avec, selon les années, la médaille d'or, de bronze ou d'argent. Mais dans tous les cas, on a à la fois des données robustes de la littérature et également des observations sur des dispositifs de surveillance. Donc j'allais dire, les avortements, ça ne fait pas de doute. Et d'ailleurs, on pourrait rentrer dans les détails plus tard, mais là, on est un peu pris par le temps. Mais on observe des avortements également à tout stade de gestation et quel que soit le moment de l'année, c'est important de l'avoir en tête. Et puis après, au-delà des avortements, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, au-delà des avortements, on a des démonstrations, notamment dans le cadre de l'enquête cas témoin dont je vous parlais tout à l'heure dans le Grand Ouest, de non-délivrance. Donc là, ce que vous avez en bas, et là encore une fois, c'était significatif. On avait un risque de rétention placentaire multiplié par 1,5 pour les vaches séropositives, et ce, indépendamment du fait qu'elles aient avorté ou pas. Parce qu'on pourrait se dire que la non-délivrance est une conséquence notamment de l'avortement, puisque c'est un facteur de risque bien connu de non-délivrance, mais là, on était bien corrigé de cet événement-là. Donc, en soi, la possibilité d'avoir des rétentions placentaires. Je reviens au tableau tout à l'heure de l'infection expérimentale avec 3 génissurons considérés comme infertiles. Alors, c'était un premier élément, mais sur un nombre très restreint d'animaux. Et donc, en fait, là, je vous propose plutôt les résultats d'une enquête qui ont été faits par des collègues en Espagne, dans 2 troupeaux de vaches laitières hautes productrices. Le statut des animaux a été suivi dans le temps. Les animaux ont fait soit l'objet d'une injection d'un placebo ou du vaccin, le Coxevac en l'occurrence, à chaque fois 2 injections du placebo ou du vaccin à 3 semaines d'intervalle. Et donc, ce qu'ils ont comparé, toutes choses égales par ailleurs, ce sont entre les animaux, les vaches du groupe contrôle et du groupe vaccin, à la fois le taux de réussite en première IA, c'est le graphique que vous avez à gauche, et puis l'intervalle vélage d'insémination fécondante, c'est ce que vous avez à droite. Alors l'échelle est un peu trompeuse parce qu'elle commence à 85 et pas à 0 à droite, donc c'est plus le différentiel de chiffres qu'il faut regarder plutôt que l'ampleur du diagramme. Et donc on avait une augmentation de plus de 10% et qui était significative du taux de réussite en IA1, qui se transformait in fine dans un gain d'IVV de 14 jours, ce qui n'est pas anodin quand on sait aujourd'hui le coût d'entretien d'une vache ouverte, d'un jour en plus pour une vache avant d'être gestante. Donc, on va dire à la fois dans nos études cas témoins, mais également dans des études d'intervention, des démonstrations d'un impact sur l'infertilité. Et nous, on a pu le confirmer, là encore, dans notre essai Grand Ouest, où on a pu comparer les performances, notamment sur les génisses, selon qu'elles étaient vaccinées ou pas, sur la probabilité de retour en chaleur précoce ou tardif, pour lesquels on se rapproche plus effectivement de mortalité embryonnaire tardive ou d'avortement très très précoce, et où là on avait une diminution de 50%, encore une fois toutes choses égales par ailleurs, du risque de retour en chaleur tardif après IA1 ou IA2 pour les génisses. Donc tout ça ensemble nous fait dire que l'impact de la fièvre Q, au moins chez les bovins sur l'infertilité, est quand même très bien renseigné, avec un impact non négligeable. Et puis plus récemment, une enquête qui a été menée par des collègues en Suisse en 2021, notamment dans 21 fermes qui rencontraient une mortinatalité relativement élevée et on va dire considérée comme inexpliquée par les vétérinaires traitants. Voilà. Et donc en fait, je pense qu'il y a 2 résultats intéressants, c'est ceux que je vous ai surlignés en rouge. Le premier, un diagnostic non atteint suite à l'ensemble des analyses dans près de 60% des cas. Je pense que ça parle bien aux praticiens qui vont faire des visites où parfois, et même souvent, on n'a pas la réponse. Et puis, parmi l'ensemble des agents pathogènes que vous retrouvez dans le tableau du bas, ça passe par la BVD, via la Néospora, Brucella, Coxiella, Chlamydophila, des Strepto, des Campylaux. Et bien finalement, l'agent qui ressort est de loin comme le plus important, et par PCR, sur des prélèvements issus des veaux, on se retrouve avec de la coxielle quand même dans 15 cas sur 47, parmi les 47 veaux investigués dans les 21 fermes.
Donc là, un degré d'évidence qui est sans doute encore à durcir, hein, entre guillemets, à robustiser, mais en tout cas de premiers éléments. Et puis pour les mâles, j'allais dire pour le coup, c'est un peu le parent pauvre des études sur la coxielle. La seule chose qu'on a, là je vous ai mis des copies d'écran de différentes études qu'on trouve sur Internet. Alors première chose, il y a une transmission sexuelle qui a été démontrée chez la souris, pas encore à ma connaissance chez l'homme, pas étudiée chez les bovins, cette transmission sexuelle. Par contre, Coxiella est détectée dans le sperme, hein, et de façon relativement non rare, on va dire, en tout cas dans ces études-là. Par contre, l'impact sur l'éventuelle qualité du sperme ou la transmission à la vache est inconnu. Et en tout cas, à ma connaissance, dans les centres de sélection, les spermes font, en tout cas quand on est en insémination, font l'objet systématiquement de recherche de cet agent. Donc, pour synthétiser l'impact sur la reproduction, une augmentation du risque de rétention placentaire de l'ordre d'1,5, des résultats que je ne vous ai pas montrés, mais d'études plutôt récentes sur l'incidence élevée de métrite et d'endométrite qui, là encore, annoncent un risque augmenté, et notamment d'endométrite rebelle, hein, au traitement classique. Ça, c'est un degré d'évidence qui reste peut-être encore à consolider. En fertilité, une diminution de réussite à la première IA, des repeat breeders aussi, une augmentation de ça, de retour en chaleur tardif et de la mortalité fœtale précoce, des avortements avec un risque augmenté de façon non négligeable, et puis de la mortalité périnatale, une participation dont le risque reste à quantifier. Donc ça, j'allais dire sur la reproduction, vous voyez, c'est des avortements, mais pas que. On pourrait dire que comme pour beaucoup de maladies, l'avortement, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, en tout cas une partie de l'iceberg. Alors après, au-delà de la reproduction, il y a notamment 2 troubles, hein, dans la littérature qu'on peut retrouver plus ou moins associés à la coxielle, à fièvre Q. La première, c'est les mammites. Alors à ma connaissance, on a une seule étude. Alors c'est notamment lié au fait que le lait est la voie d'excrétion la plus fréquente de Coxiella chez les ruminants et notamment chez les bovins et les caprins. Sauf que en fait, l'excrétion dans le lait ne veut pas dire que c'est responsable forcément de mamie. Donc la seule étude à ma connaissance est celle-ci qui avait été menée par l'université de Cornell, où ils avaient une détection plus fréquente de Coxiella dans des laits avec CCS élevé. Mais quand on regarde l'effet sur les CCS et notamment la fréquence de détection par rapport à d'autres agents pathogènes majeurs d'infection intramamaire, au premier rang desquels Staph aureus par exemple ou Strepto, à ce jour, on ne peut pas dire qu'on ait assez d'éléments pour dire que la fièvre Q peut être responsable, ou en tout cas considérée comme un agent pathogène majeur responsable d'infection intramamaire chez les ruminants. Là où on pourrait se poser la question, c'est la question des troubles respiratoires. Donc là, j'espère revenir d'ici quelques semaines ou quelques mois vers vous parce qu'on a une manip en cours là-dessus. Mais en tout cas, quand on regarde les symptômes chez l'homme, quand on regarde les symptômes dans toutes les infections expérimentales, je ne vous ai pas parlé de celles chez les ovins, mais les signes qui étaient vraiment patents dans les 48 heures post-inoculation, c'était du respiratoire, sphère ORL et pulmonaire. Pareil sur les bovins ici. Donc on pourrait se poser la question, notamment du fait qu'il y avait des lésions de pneumonie interstitielle à l'autopsie, avec des lésions qui peuvent ressembler un peu, et notamment pas qu'un peu, beaucoup à celles qu'on retrouverait chez l'homme. Voilà. On a parfois aussi des rapports de cas de signes respiratoires présents, notamment chez les jeunes génisses, notamment en troupeaux laitiers, concomitants d'avortement. Donc là, moi, ma recommandation serait de continuer à investiguer. Je pense que biologiquement, ça a du sens. Hein, c'est vrai que nous, on y pense surtout en reproduction, en avortement, mais je pense que nos confrères médecins nous en parleront que chez l'homme, c'est souvent plus par la pneumonie qu'on y arrive. Donc je pense que pour les troubles respiratoires à étudier. Donc au final, pour finir à part cette première partie, puis après je passerai sur les mesures de maîtrise, que retenir? Je vous ai mis ici ce qui aujourd'hui on peut considérer comme bien démontré, de croix, suspecté, plus ou moins, et puis ce qui n'est pas investigué. Donc vous voyez que là pour le coup les petits ruminants sont un peu les parents pauvres, hein. On a la non-délivrance aussi chez les caprins qui vient d'être démontrée récemment. J'aurais pu mettre à jour le tableau, mais en tout cas les avortements ça fait aucun doute, et c'est chez les bovins que le reste est le mieux renseigné, et ça va de la non-délivrance à la mortinatalité, à l'infertilité et éventuellement les endométries. Donc du coup, là, c'est ce que vous verrez après avec la prochaine intervention de Mickaël, le diagnostic, il est vraiment central. Alors une fois qu'on a diagnostiqué la fièvre Q, en tout cas qu'on pense que son implication est là, on peut se poser la question de la maîtrise, à la fois pour des enjeux de santé animale, bien évidemment, pour maîtriser l'impact clinique sur les animaux, pour maîtriser la transmission à l'intérieur du troupeau, la transmission entre les troupeaux, toujours en gardant en tête que c'est bien l'inhalation, hein, et le transport notamment aérodispersé par le vent des aérosols contaminés qui sera la clé, en tout cas en termes de prévention, des enjeux de santé publique, hein, évidemment, d'où notre session One Health aujourd'hui pour prévenir la transmission des ruminants à l'homme et puis informer les personnes à risque. Alors du coup, une première façon de faire pour identifier les mesures de maîtrise, c'est de partir, j'allais dire, un peu de ce qu'on sait, de l'épidémiologie, un peu de l'infection des bovins. Alors, on sait que, comme je vous le disais, autour de la mise bas et de l'avortement, il y a vraiment quelque chose à faire d'important parce que si le lait est la voie d'excrétion la plus fréquente, la voie d'excrétion qui est associée avec les plus hauts niveaux d'excrétion et les plus hauts niveaux de charge bactérienne, c'est sans aucun doute les voies de la parturition.
le placenta, tous les produits de la parturition, le liquide vaginal, utérin, etc., les cotylédons. Donc la gestion des mises bas et des avortements est bien évidemment très importante. La gestion des effluents, on va le voir par la suite. La gestion des mouvements d'animaux, mais on a fait une étude récemment pour voir quelle était la contribution relative des mouvements d'animaux, ou plutôt de la densité animale, et notamment de la densité d'élevage infecté autour d'élevage, on va dire, non infecté sur la dynamique d'infection. Et on se rend compte que le fait pour un élevage d'être entouré d'élevage positif et d'être vraiment au niveau des vents dominants est une modalité bien plus à risque pour s'infecter au cours du temps que ne l'est l'achat d'animaux. Et puis des mesures de biosécurité générale. Alors là, je me suis permis sur ce tableau-là de centrer sur les mesures qui, de mon point de vue, sont à la fois sans doute les plus faisables et pour lesquelles on peut attendre le plus grand degré d'efficacité. C'est des tableaux notamment qui sont issus d'une synthèse qu'on avait faite il y a plusieurs années avec la CERSA, devenue aujourd'hui la FSE, donc l'ancienne Association pour la certification en santé animale, qui visait à essayer de définir on va dire un protocole de maîtrise pour les élevages confrontés à des cas cliniques de fièvre Q. Donc bien évidemment, le ramassage et la destruction des produits de la mise bas, notamment les placentas, la gestion des effluents avec une fumière bâchée ou couverte, bien évidemment, et puis éviter les pontages par temps pluvieux. Ça a été bien démontré dans l'épisode des Pays-Bas, le fait d'être à l'extérieur longtemps, à proximité des chantiers d'épandage, au moment notamment où ils épandaient post-vague d'avortement chez les caprins. C'est là qu'on a eu les plus gros taux de séroconversion chez l'homme aux Pays-Bas. La gestion des statuts sanitaires, bien évidemment, lors de regroupements de cheptels, lors d'introduction, mais en tout cas, j'insisterai vraiment sur les regroupements de cheptels, qui aujourd'hui sont vraiment légion, un peu comme l'idée du test prénuptial fut un temps sur les gens avant de se marier. Je pense que là, avoir une idée du statut sanitaire, d'ailleurs au-delà de la fièvre Q, néosporose, paratube, BVD, me semble indispensable. Concernant, j'allais dire, au-delà de la mise bas, le nettoyage et la désinfection des locaux est vraiment très, très importante. On aurait pu penser que c'était contre-productif en générant des aérosols. Quand on regarde la littérature, on a quand même des dynamiques plus favorables pour diminuer le taux de transmission lorsque l'hygiène est satisfaisante. Des précautions, bien évidemment, lors de participation à des concours, des expositions ou de la gestion de matériel en commun. Ça, c'est quelque chose, effectivement, auquel on ne pense pas forcément. Les animaux défèquent. Il peut y en avoir dans les matières fécales de la coccielle qui va se retrouver dans le camion, sur les tubulures, et puis après on va vouloir nettoyer. C'est à ce moment-là qu'on va karchériser, aérosoliser. Donc toujours bien faire attention à ça. Donc j'allais dire que au final, je pense que là, j'apprends rien à personne. C'est vraiment des mesures de biosécurité non spécifiques et qu'il est bon toutefois de rappeler. Donc en fait, on a besoin de combiner avec les mesures médicales. Et pour ce qui est des mesures médicales, alors j'en parlerai un tout petit peu à la fin, mais je préfère le dire dès maintenant. S'il y avait bien un message à retenir, c'est que les antibiotiques sont sans doute pas la solution, ni pour traiter et encore moins pour prévenir toute forme clinique de coxielle chez les bovins. C'est bien la vaccination qui va être les piliers. Alors concernant la vaccination, qu'est-ce qu'on a comme données? On a des données issues, je reprends le tableau de tout à l'heure, de l'affection expérimentale initiale chez les caprins qui avait servi pour l'obtention du dossier d'AMM, où là, plutôt que de s'intéresser aux deux premières colonnes, qu'on avait tout à l'heure, non infectés, infectés, non vaccinés, on va plutôt s'intéresser à comparer les deux dernières colonnes, donc infectés, non vaccinés, avec les infectés vaccinés. Vous voyez qu'on a une réduction drastique des avortements. Ça ne les a pas empêchés complètement, mais il n'y a qu'une chèvre du lot sur les 16 inoculés puis vaccinés puis inoculés, pardon, qui ont avorté, et donc 5 fois plus de risque d'avorter sur les animaux non vaccinés. Chez les bovins, toujours dans le cadre de notre essai Grand Ouest, alors là, on était limite de la significativité pour une question de puissance statistique. Et quand vous voyez l'intervalle de confiance, on était très proche. On a bien eu, sur les animaux vaccinés, au cours de notre suivi, un risque diminué d'avortement de l'ordre de 30% par rapport aux animaux non vaccinés. Et là, je parle bien, c'est une des particularités de cette maladie et de beaucoup d'essais que je vais vous montrer. C'est, à ma connaissance, probablement chez les bovins, la maladie qui a fait l'objet pour la vaccination du plus d'études en milieu infecté, c'est-à-dire en dehors du cadre classique et idéal où on évalue un vaccin sur des animaux sains, voilà, qu'on vaccine, qu'on inocule. Là, on est plutôt à l'inverse. L'animal a déjà sans doute, en tout cas une proportion d'entre eux, été inoculé et on vaccine. Donc, en tout cas, une réduction des avortements, ça, c'est très clair. Au-delà des avortements, est-ce qu'on peut avoir un effet de la vaccination sur la fertilité et la reproduction? La réponse est oui. Donc là, je vous remets la diminution du risque, notamment chez les nullipares vaccinés versus les nullipares non vaccinés sur le taux de retour en chaleur tardif. D'accord? Donc on avait une diminution du risque presque d'un facteur 2, presque de 50%. Donc il y a un intérêt très clair.
Et ça se confirme dans d'autres cas. Là, je vous montre une autre étude espagnole, un peu différente de celle de nos collègues tout à l'heure, mais qui allait dans le même sens. Vous vous souvenez, on gagnait 14 jours d'intervalle vélage insémination fécondante, on gagnait 10% de taux de réussite en première IA. Ce que vous avez dans cette étude à peu près similaire, toujours pareil, des groupes contrôle, des groupes vaccinés. Et ce que vous avez à gauche, c'est la fréquence de repeat breeder, et puis à droite, la mortalité fétale précoce. Et là, comme vous le voyez, là encore, c'était significatif. Et dans ces élevages-là, on était bien toutes choses égales par ailleurs, alimentation, génétique, etc. On avait une diminution de presque par deux, de 28 à 14% du taux de repeat breeder, et puis une diminution de l'ordre de 7% de la mortalité fétale précoce. Donc, j'allais dire, on a des données robustes pour démontrer son efficacité. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, y compris en milieu infecté. On a des données équivalentes, notamment en caprin, avec une grosse étude qui a été faite notamment avec l'ANSES Sophia Antipolis et IDEL à l'époque, avec notre aide sur AMICAP. Et en fait, on avait vraiment des résultats un peu similaires avec des effets, notamment sur l'excrétion, c'est ce qu'on va ouvrir maintenant, d'autant plus importants que les animaux étaient vaccinés jeunes, ce qui est logique. Alors, si on reprend les données du dossier, enfin en tout cas de l'essai chez les caprins qui a abouti à l'AMM chez les caprins, ici, ce que je vous ai mis sur ce graphique en jaune, c'est le nombre de chèvres détectées excrétrices dans les 3 jours D0, D1, D2, D3 suivant la mise bas ou l'avortement, et jusqu'à 8 semaines après. Et ce que vous avez en bleu, c'est la dynamique dans le groupe non vacciné. Vous voyez que ça n'a pas prévenu complètement à 100% l'excrétion, mais que ça l'a réduit quand même de façon drastique. Et puis surtout, ça l'a réduit énormément dans le temps. Ça, c'était pour l'excrétion vaginale. Même essai, même type de résultat, mais cette fois-ci sur l'excrétion lactée. Vous voyez là encore qu'on pouvait avoir une excrétion qui se maintenait jusqu'à 6-7 semaines chez les caprins, alors qu'elle n'avait jamais été détectée dans le lait des chèvres vaccinées avant d'avoir été inoculées. Donc on a un effet sur des animaux naïfs, j'allais dire, au moment de la vaccination, qui est vraiment énorme. Donc un effet préventif très très bon. Quand on se passe en conditions réelles, c'est sans doute un peu différent. Donc là, ce que vous avez, c'est les résultats de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure sur les chèvres. Vous avez les résultats à gauche, les 4 premières barres sur les chevrettes, voilà, les plus jeunes, le pré-troupeau, et puis à droite sur les adultes. Et ce que vous avez à chaque fois, c'est la comparaison entre la partie bleue du lot témoin et la partie violette du lot vacciné, selon que les animaux étaient considérés au début de l'étude comme infectés ou comme sains. Donc, sans surprise, la réduction la plus importante a été retrouvée lorsque les animaux avaient été vaccinés alors qu'encore sains, et la proportion d'animaux encore sains au début de la mise en place de la vaccination était beaucoup plus importante chez les chevrettes. Et donc, vous voyez là, l'échelle est en log, donc c'est un peu trompeur, mais on avait une réduction de la charge bactérienne qui était énorme, puisqu'on partait de plusieurs millions pour tomber à quelques dizaines de milliers seulement. Donc, on n'a pas forcément un effet sur la fréquence d'excrétion, mais un effet majeur sur le niveau d'excrétion. Et puis, chez les bovins, on a des résultats à peu près similaires. Donc là, je vous présente les résultats. Alors, nous, on avait fait une étude en milieu infecté qui a abouti finalement à contribuer au dossier d'AMM pour les bovins. Mais je préfère m'appuyer plutôt sur l'étude consécutive qu'on avait fait dans un grand nombre de troupeaux, presque 80, beaucoup de lait de tank analysé. C'est une question qu'on a souvent. Le lait étant la voie d'excrétion la plus fréquente, monitorer au cours du temps l'excrétion dans le lait de tank, c'est une bonne façon d'avoir une idée de la dynamique de circulation dans le troupeau. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en comparant différents taux de couverture vaccinale, entre 0 et 20, 20-80 ou plus de 80 en gros consistant à vacciner tout le troupeau, à la fois les vaches et les génisses, 20-80 sans doute que les génisses, vous voyez que la réduction de Coxiella au cours du temps, finalement, elle était beaucoup plus rapide et beaucoup plus durable dès qu'on vaccinait d'emblée génisses et vaches plutôt que juste les génisses. Et puis, quand on s'intéressait là également à la prévention de l'excrétion, donc là, ce que vous avez, c'est 3 catégories d'animaux, des vaches qui avaient été pas vaccinées après insémination ou avant insémination, parce que les premiers résultats qu'on avait trouvés, qui avaient d'ailleurs contribué à l'AMM du vaccin, avaient démontré un effet de prévention plus marqué, même présent uniquement chez les animaux vaccinés avant la mise à la reproduction, mais c'était sans doute lié au fait qu'à l'époque, on n'avait pas de quantification, donc c'était juste qualitativement présence-absence, mais quand on a maintenant la possibilité d'aller quantifier, et notamment de regarder la probabilité pour les animaux, selon qu'ils soient vaccinés ou pas, d'être détectés excréteurs dans le mucus vaginal en péripartum, soit à des très fortes doses, 10 000 équivalent génome, ce qui correspondrait à un seuil clinique d'avortement, par rapport à une excrétion faible ou absente, entre 0 et 100. Donc, vous voyez que là, et c'était significatif, on avait une prévention, quel que soit le fait que les animaux aient été vaccinés avant ou après IA, même si l'effet était encore une fois meilleur avant la mise à la production. Ça semble logique pour une bactérie qui a une grande affinité pour le tissu de l'appareil reproducteur. Donc, une réduction, surtout de l'excrétion, du niveau d'excrétion, y compris sur les vaches gestantes.
Donc, au final, sur la vaccination, diminution des avortements, diminution du taux de retour à l'IA, du taux de repeat breeder également, une réduction de l'excrétion lors de la mise back qui est très intéressante, c'est là où ça excrète au maximum, d'autant plus marqué que les animaux sont encore sensibles au moment de la vaccination. Et là, j'en parle pas, mais je pourrais échanger avec vous si vous avez des questions. C'est un vaccin qui a une très bonne innocuité. Dans des troupeaux avec très fort niveau de production, il peut y avoir pendant une semaine une légère baisse de production laitière. Et puis, c'est surtout le risque majeur, c'est des abcès à l'encolure si l'éleveur fait une IM plutôt qu'une sous-cutanée. Ça peut réagir assez fort. Alors après, je finirai par ça, la question, c'est les modalités de la mise en œuvre de vaccination. Alors, on pourrait se poser la question de quels troupeaux sont éligibles. Alors, en pratique, et d'ailleurs dans certains pays, c'est obligatoire pour cela, comme en Australie, c'est les élevages de ruminants ouverts au public, notamment vis-à-vis du risque zoonotique. Les élevages, bien évidemment, avec de la clinique attribuable à la Coxiella. Lors de fusion de troupeaux, je pense notamment lorsque les statuts de troupeaux sont divergents, je pense qu'il faut protéger le troupeau au statut favorable avant de mixer. Et puis les élevages pour lesquels les objectifs de l'éleveur ou l'analyse des facteurs de risque vous fait penser, en tant que vétérinaire, que la prescription est justifiée, j'allais dire là, comme n'importe quelle maladie. Alors après, une fois qu'on a décidé quel troupeau vacciner, on pourrait se dire quels animaux vacciner. Donc ce que je vous ai mis ici sur le graphique, c'est la répartition en intra-troupeau du nombre ici de génisses séropositives dans nos 120 troupeaux de l'Essai Grand Ouest. Et vous voyez que même dans une très grande diversité d'élevages infectés, dans la grande majorité des cas, la quasi-totalité, ce qui est représenté par les barres à gauche, des génisses étaient séronégatifs. C'est pour ça que le pré-troupeau, ça doit vraiment être la cible systématique de la vaccination. Pour autant, quand on regarde chez les vaches, même graphique, vous voyez que c'est beaucoup plus étalé avec une courbe un peu gaussienne. Donc, on a sans doute des situations dans lesquelles la vaccination des vaches a encore pleinement à jouer son effet. Dans d'autres où c'est moins le cas, là, moi, je vous encouragerais à faire un ELISA LED tank, sachant que si l'ELISA LED tank est négatif, on est probablement plus dans la partie gauche de la courbe avec moins de 20 à 30% de vaches encore séropositives. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce que je vous ai montré avant, la vaccination de tout le troupeau donne de meilleurs résultats. Et puis, quand vacciner, alors on sait qu'il n'y a plus d'interférence ou pas d'interférence avec l'immunité colostrale dès 8 semaines d'âge. Je trouve que ça peut être pratique de commencer à vacciner dès le plus jeune âge, notamment 3-4 mois, déjà pour les protéger depuis le plus jeune âge. Et puis pour faire ces deux manipulations de primo-vaccination à un âge où ils sont encore faciles à manipuler, ce qui nous amène au rappel annuel autour de la première IA et ce qui évite de les manipuler beaucoup autour de la première IA, qui est quelque chose que les éleveurs n'aiment pas forcément faire. Et puis la dernière question, c'est combien de temps vacciner? Alors là, c'est la grosse difficulté d'essai terrain. Après, c'est le gros intérêt du Covid, j'allais dire, si on devait en trouver un, c'est que les gens maintenant sont plus familiers avec les notions de modèles mathématiques. Donc ça, c'est un modèle qu'on avait développé dans l'unité en 2010-2011 pour essayer de mimer l'efficacité. Alors je vous encourage à regarder plutôt le graphique du bas. On a regardé 4 stratégies. Une stratégie qui consistait à ne rien faire, c'est le témoin négatif. Là, c'est un troupeau d'une 60aine de vaches où il y aurait de la fièvre cuisse qui circule. On estime que tous les ans, il aurait aux alentours de 4 avortements dus à Coxielle. S'il ne fait rien, ça ne changera pas. Et puis, on a comparé 3 stratégies de vaccination selon qu'on vaccine que les génisses ou vaches et génisses, et puis des durées de vaccination différentes, de l'ordre de 3 à 10 ans. Et on se rend compte que quand on arrête la vaccination au bout de 3 ans, très rapidement, on revient au seuil d'avant. Donc, en fait, en pratique, j'allais dire, il faudrait au moins vacciner le temps nécessaire pour avoir un troupeau constitué à 100% d'animaux vaccinés. Et d'ailleurs, quand on regarde les données issues de l'expérience des Pays-Bas, de résultats de stratégie par modélisation, ici, c'est un tableau qui vous résume différents types de stratégies de maîtrise. La première, c'est ne rien faire. On va s'intéresser aux 3 premières, qui sont sans doute les 4 premières qui sont les plus intéressantes. Ne rien faire, encadrer en rouge la vaccination préventive, parce que c'est une des caractéristiques des ruminants. C'est encore la dernière filière animale où on vaccine qu'une fois qu'on a la maladie, rarement en prévention. Sans surprise, c'est la mesure la plus efficace, aussi bien en nombre d'animaux réformés que de placentas infectés que d'avortements. On pourrait se dire, je vaccine après un lait de tank positif ou en tout cas après une vague d'avortement. Vous regarderez les chiffres à tête reposée, mais ils ne sont pas différents. Ils donnent des résultats si la gamme ici 1, 2, 3, c'est l'intensité notamment de la vaccination, que le pré-troupeau ou tous les animaux et pendant plusieurs années. Et là encore, sans surprise, c'est la vaccination de tout le troupeau pendant plusieurs années qui donne les résultats les mieux. Et puis pour les antibiotiques, et je finirai par ça, quand vous comparez la fréquence d'excrétion, qu'elle soit vaginale, lactée ou fécale, chez des ovins, suite à l'administration d'oxytétracycline, vous voyez que les courbes se superposent méchamment. Il n'y a aucun effet d'oxytétracycline chez les ovins. Et quand vous regardez chez les bovins, ça c'est l'enquête qu'on avait menée dans les 80 troupeaux dont je vous parlais tout à l'heure. On a comparé, la seule chose qui sortait significative pour l'antibiotique, c'était le fait d'avoir administré des antibiotiques au vélage.
sur l'amélioration de la fertilité, en tout cas via les retours tardifs, mais vous voyez que l'effet et l'intensité est bien moindre que la vaccination. Aujourd'hui, on n'a pas de données qui justifient un recours systématique aux antibiotiques. Donc au final, et je finirai par ça, ça commence bien évidemment par le diagnostic, donc c'est ce que va nous dire Mickaël après, je pense que c'est vraiment une clé d'entrée extrêmement importante, voilà, et de combiner bien évidemment à la fois des mesures de maîtrise non médicales qui sont non spécifiques, restreindre les introductions ou au moins les orienter et les piloter en fonction de statut de troupeau. Il y a des études qui vont démarrer là-dessus pour essayer de les déterminer à moindre coût. Désinfecter le box de vélage après chaque vélage, collecter et détruire les placentas, et puis éviter d'épandre le fumier par temps pluvieux. Et puis concernant les mesures médicales, je pense que les antibiotiques ne se justifient que sur les vaches ayant avorté, et ne pas hésiter à avoir recours à ce vaccin. On a la chance d'avoir un vaccin qui a démontré son efficacité en milieu infecté. Ça serait dommage de ne pas s'en servir avec une vaccination dès le plus jeune âge. Et puis l'intérêt d'additionner les vaches au génisses, non seulement pour la clinique, mais également pour réduire plus rapidement l'excrétion. Et puis si jamais vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller visiter, comme vous disait Christophe, on co-préside avec Christophe, on a le plaisir de co-présider un comité fièvre Q. On a plusieurs experts. On aura la joie d'ailleurs d'accueillir les deux médecins qui se joignent à nous aujourd'hui pour répondre à certaines questions cette année. Donc vous pouvez flasher le QR code pour vous rendre sur le site ou alors taper comitéfièvreq.com, vous y tomberez directement et vous trouverez sur ce site tout un tas de fiches à destination des vétérinaires et des éleveurs pour sensibiliser et informer sur la fièvre Q, et puis également une foire aux questions qui permettra, je pense, de répondre à bon nombre de questions que vous vous posez. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vais remercier l'ensemble des personnes qui ont pu permettre de produire ces données à travers les dernières années. Merci de votre attention. Merci Raphaël. Jeanne Brugière a demandé la parole. Avant, je vais relayer une question de monsieur ou madame Petit. Comment détruire les placentas? Oui, alors pour les placentas, c'est une vraie problématique. Alors il y a ce que dit la réglementation qui dit que normalement l'équarrisseur est censé passer obligatoirement à partir du moment où il y a plus de 40 kg de placenta, enfin de matière, on va dire, collectée. Donc là, généralement, ce qui par chez nous se fait, mais parce qu'on a beaucoup d'éleveurs qui vont faire, par exemple, du bovin et du porc ou du bovin et de la volaille, qui vont se retrouver avec des bacs d'équarrissage, et donc ils vont collecter les placentas au fur et à mesure, ou alors même les congeler dans des sacs, et quand ils ont un certain volume, s'en débarrasser. En tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est de les mettre sur le fumier, parce que du coup, en les mettant en surface, le plus sûr, c'est qu'ils se fassent attraper par un chien et que ça se trimballe ailleurs. Éventuellement, en remuant le fumier, en mettant les placentas, on risque de réaérosoliser, ce qui est pas souhaitable. Donc, on va dire, c'est vraiment les garder dans des contenants hermétiques, le temps de s'en débarrasser. Mais ça, c'est vrai qu'on est un peu démunis en termes de contenants pratiques pour les éleveurs. Merci. Donc, des questions sur la vaccination. Donc, Jeanne Brugière va prendre la parole. Et il y avait aussi une question d'Alain Philippon sur le même sujet. Est-ce qu'il existe des vaccins par voie nasale? Donc, Jeanne. J'avais deux questions. D'abord, y a-t-il plusieurs types de vaccins en Europe? Mais ma principale question, c'était cette vaccination est-elle obligatoire en France pour les élevages ouverts au public, qu'il s'agisse de fermes pédagogiques ou des mini-fermes des zoos, des petting zoos? Parce que là, il y a un risque avéré. Oui. Donc en fait, il n'y a qu'un type de vaccin en Europe, en tout cas chez les animaux, puisqu'il n'y a qu'un seul vaccin à ma connaissance qui dispose d'une AMM en Europe, c'est le Coxevac, donc antigène de Coxielle en phase 1. Est-ce que la vaccination est obligatoire? La réponse est non. En tout cas, en France, elle ne l'est pas. Dans certains pays comme l'Australie, elle l'est. L'Autriche commence à se poser la question. Mais en tout cas, en France, non, ça ne l'est pas à ce jour. Elle pourrait être recommandée, non? Oui, en tout cas, sur le site du comité, on a une fiche spécifique pour les élevages ouverts au public et ça fait partie des mesures qu'on préconise. Oui. On s'en chargera. Merci. Je vous en prie. Et la question sur la voie nasale, est-ce que voie ça a été nasale, non, exploré? on n'a pas de vaccin par voie nasale. Chez l'homme, il y a un vaccin qui existe, disponible en Australie, d'ailleurs, qui s'appelle le Qvax. C'est une injection par voie générale et d'ailleurs, ce vaccin-là peut entraîner de tels effets secondaires de nécrose chez des gens déjà infectés. Si jamais des professionnels vous laissent vacciner à l'aide de ce vaccin-là, ils feraient d'abord une sérologie ou un skin test, un peu comme à l'époque pour la tube, pour nous, pour savoir s'ils sont humains ou pas. Et s'ils sont humains, on ne les vaccinera pas. Mais il n'y a pas de vaccin par voie nasale, non. Merci beaucoup. Une question de François Vallon. Quelles mesures pour les producteurs de lait cru? Pas plus que pour un éleveur qui n'est pas en lait cru. En fait, jusqu'en 2007, la réglementation était très stricte avec une pasteurisation obligatoire de toute la production.
Aujourd'hui, il y a juste le lait de la vache avortée qui doit être retiré de la consommation, mais il n'y a pas d'obligation de pasteurisation. Donc, j'allais dire que pour moi, le risque, il est plutôt associé au fait que dans les éleveurs qui sont en lait cru, on a une proportion plus importante là-dedans d'élevage qu'on pourrait considérer comme largement ouvert au public, non pas parce que c'est une ferme pédagogique, mais parce qu'il y a de la vente ou de la transformation à la ferme. Et là, je pense qu'il y a 2 points à prendre en considération. Un, c'est éviter des points de croisement des gens pour qu'ils ne soient pas confrontés éventuellement à une grosse charge bactérienne. Et le risque dans ces élevages-là, s'il y a de la transformation à la ferme, c'est plutôt pour les personnels dans le labo et dans la laiterie. Et ça, c'est bien démontré dans d'autres pays, hein, avec de la contamination qui est liée à la génération d'aérosols en brassant le lait, les traitements thermiques, etc. Il doit y avoir de l'aérosolisation. Donc là, j'allais dire, c'est plutôt de l'information des personnels qui travaillent dans ces exploitations-là qui est importante. Merci. Une dernière question, Didier, et après nous allons passer à l'intervention suivante. Oui, c'est une question annexe. Qu'en est-il de la maladie chez les camélidés? Quel est le tableau clinique? Est-ce que c'est le même que chez les bovins caprins? Et a-t-on observé également des cas cliniques chez les chiens et chez les chats, des expressions cliniques? Oui, alors chez les chats, en tout cas, oui, c'est bien décrit, hein. Il y avait eu notamment une épidémie humaine dans une université vétérinaire canadienne suite à des avortements chez la chatte, hein. Donc en fait, la coxielle peut infecter tous les mammifères, même les arthropodes, les oiseaux. Donc il y a peu beaucoup d'espèces qui passent au travers. Pour ce qui est des camélidés, je dois avouer que j'ai pas fait la littérature très récemment, mais en tout cas, c'est pas l'espèce qui me semble la plus étudiée pour ça. Mais je crois me souvenir d'une publication qui avait été faite en Afrique là-dessus, avec des cas d'avortement qui avaient été décrits. Mais en tout cas, je crois pas. Je pourrais regarder le temps de l'autre présentation et vous redire, mais je ne crois pas que c'est une espèce qui a été très étudiée de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études, notamment en Afrique, où la proximité de vie et de contact entre les gens et les animaux est bien plus grande, et avec du coup des risques qui sont, je pense, dans ces contrées-là, très importants, quoi. Bien, merci Raphaël. Applaudissements Merci à vous. virtuels pour toi. Merci. Merci beaucoup.